Salut mon pote. Aujourd'hui, j'ai une question très facile pour toi. As-tu déjà entendu parler du gars qui avait un ego tellement surdimensionné qu'il a quasi mis en faillite sa multinationale? Non? Eh bien, installe-toi bien mon ami parce que aujourd'hui, j'ai encore une super histoire à te raconter. Regarde, comme d'habitude, moi je suis bien installé, j'ai ma tasse de thé. J'espère que toi aussi, t'es bien confortable parce que crois-moi, l'histoire d'aujourd'hui, elle en vaut le coup. Alors mon ami, le début de l'histoire aujourd'hui, elle commence avec l'introduction de notre protagoniste principal qui s'appelle Jean-Marie Messier, qui a été l'un des PDG les plus sulfureux en France, qui a dirigé la grande multinationale Vivendi, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Et aujourd'hui, l'introduction de notre protagoniste, elle commence aussi par la présentation de son enfance. Il faut savoir que son histoire, elle commence un 13 décembre 1956, lorsqu'il est né à Grenoble, une ville plutôt dans l'est de la France, pas loin des Alpes, tout ça. Et il vient quand même d'un milieu qui est plutôt bourgeois, catholique, quand même assez bien favorisé. Et donc, tu vas comprendre que par rapport à son origine sociale, il était quand même déterminé à une grande carrière et à devenir quelqu'un de successful, comme on dit en anglais, avec beaucoup de succès qui allait accomplir de grandes choses. Donc tu vas voir que c'est un peu un enfant prodige parce que d'abord, le Jean-Marie Messier, qu'on va d'ailleurs surnommer J2M, il va décrocher son bac à 16 ans. Il va ensuite intégrer l'école polytechnique à Paris, de laquelle il sera diplômé à l'âge de 19 ans. Et enfin, il sera diplômé de l'école nationale de l'administration. Si tu veux, c'est une grande école parisienne de laquelle sont diplômés tous les plus grands hauts fonctionnaires français et tous les plus grands politiciens de l'État. Alors, une fois qu'il est diplômé de l'ENA, il va commencer sa carrière dans le public. Il va d'abord devenir inspecteur des finances. Ensuite, il sera le plus jeune directeur de cabinet de la Ve République. Et enfin, il va être conseiller chargé des privatisations sous le ministre Édouard Balladur. Et au final, tu vois sa carrière dans la politique et dans la fonction publique va pas durer très longtemps parce qu'en 1989, il va déjà à ce moment-là se tourner vers le privé. Il va devenir banquier d'affaires pour la grande banque d'affaires française Lazard. Et pour t'expliquer un petit peu, une banque d'affaires, contrairement aux banques classiques, c'est plutôt une banque qui est chargée d'accompagner les grandes entreprises dans leurs opérations financières complexes. Donc, ils sont chargés notamment des fusions-acquisitions, des introductions en bourse ou alors des levées de fonds au sein de partenaires et d'investisseurs privés. Et au final, au niveau perso, il va aussi marier durant ces années-là sa copine qui est une femme banale, j'ai envie de dire, parce qu'elle est simplement prof de physique dans un lycée, avec laquelle il va avoir 5 enfants et il va aussi fonder notamment un club social qui est le club des 40, qui est un club privé dans lequel il va un petit peu réunir les grands esprits de sa génération de moins de 40 ans. Et tu vas voir que finalement, la grande histoire de J2M, elle va commencer notamment en 94 quand, grâce au contact qu'il a fait avec sa carrière en banque d'affaires, il va rejoindre la Compagnie Générale des Eaux, qu'on va appeler la CGE, au titre de directeur général. Et comprends que J2M, quand il arrive à la CGE, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a du charisme, de la prestance, et à qui on va très rapidement confier de grandes responsabilités. Pour preuve, seulement 2 ans plus tard, il va devenir PDG de la société. Et tu vois, mon ami, quand il arrive PDG de la société, il a une vision. Il a 40 ans, il a
à la tête d'une société qui fait 200 milliards de chiffre d'affaires et qui gère 220 000 salariés. Et tu vois, il a une vision parce que c'est une société qui est déjà à maturité. Donc lui, il pense déjà à comment est-ce que cette société peut se développer en dehors de son segment, son secteur d'activité principal. En gros, il veut diversifier les activités. Et tu vois, notre ami J2M, lui, il s'inspire vraiment de ce qu'il voit aux US. Il voit, tu sais, des grands conglomérats de médias, des grandes puissances qui contrôlent un petit peu l'espace médiatique. Et donc, sachant qu'il est à la tête d'une société qui a déjà une grosse position dans son industrie et dans son pays, tu vois, qui a déjà beaucoup d'actifs, qui fait un gros chiffre d'affaires, selon lui, il est en position en fait pour rivaliser avec ces géants américains-là. Je te parle par exemple de AOL Time Warner, qui à ce moment-là est la plus grande société de médias américains, notamment dans le monde de la télé, du cinéma, de la musique. Et il va décider de transformer la Compagnie Générale des Eaux, qui est simplement une compagnie qui opère de la tuyauterie et des canalisations dans le pays, envers une compagnie mini-médiatique. Donc en gros, il va faire un virage 360, il va complètement diversifier les activités. Finalement, il va très peu de temps après renommer la société CGE en Vivendi, qui vient du latin vivre, la vie. C'est vraiment l'idée d'une société qui est dynamique et vivante en pleine transformation. Et la stratégie affichée, c'est quoi? C'est la maîtrise du contenu et du contenant. Par là, en fait, dans sa tête, il va en même temps contrôler tout ce qui est canalisation, câble de télécommunication, et en même temps, c'est le contenant, donc l'eau, les flux d'informations, etc., etc. Et finalement, cette transformation, elle va commencer avec le nouveau pacte d'actionnaires entre la Société Générale, Vivendi et puis Havas, qui vont prendre le contrôle de Canal+ à l'époque. Et ça va faire beaucoup de brouhaha, si je peux appeler ça comme ça. Et brouhaha, c'est un mot quand même un peu bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon. En tout cas, de bruit dans les médias, parce que à ce moment-là, ils vont virer le PDG de l'époque, André Roussolo. Et si lui ne comprend pas, parce que d'un coup, il y a les actionnaires principaux qui se réunissent, qui veulent en gros un peu mettre la compagnie qui dirigeait alors quasi sous tutelle, qui veulent tout contrôler. Et puis le mec, il se fait dégager, tu comprends? Donc forcément, il rage un peu. Il va aussi beaucoup parler dans les médias suite à son départ. Et le profil mégalo de J2M, il va vraiment s'amplifier à partir de là, parce qu'il va se lancer dans l'expansion de la société, qui va commencer par une série d'acquisitions, notamment avec le géant américain Seagram, qui est une société nord-américaine vraiment spécialisée à la base dans la confection et distribution de boissons alcoolisées notamment, mais aussi dans les studios Universal. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va racheter la société, il va se séparer des activités de boissons, et il va garder en fait les studios Universal. Et en même temps, ce qu'il va faire avec Vivendi, c'est qu'il va séparer la société de ses activités traditionnelles, ou alors il va en faire des filiales. Tu comprends? À ce moment-là, J2M, il a une vie de luxe dont il se cache à peine, parce que vraiment, il se fait plaisir. Ça a notamment beaucoup parlé à l'époque qu'il a fait acheter à Vivendi un appart de 520 mètres carrés à New York, sur Park Avenue, qui a coûté 17,5 millions de dollars à la société. Et va aussi multiplier les interviews dans les plus grands médias. Je te parle de Time, Paris Match, Gala. Il va vraiment établir sa vision. Il va vraiment faire partager à la France et au monde son charisme, sa prestance. Et il y a à ce moment-là une rumeur d'une liaison aussi avec Sophie Marceau, l'actrice que tu connais peut-être. Et il va aussi provoquer notamment, tu vois, la frustration de ses pairs.
parce que il va se mêler un petit peu à tout ce monde du show business, alors que lui vient quand même d'une grande multinationale qui vient d'une industrie assez un peu traditionnelle, qui a un grand historique. Et à ce moment-là, ça va pas trop plaire, mais, il va quand même finalement avoir un sentiment d'être intouchable. Donc au final, il va vraiment se laisser guider par son ego, par sa vision. Et la vision de J2M, à ce moment-là, c'est quoi exactement? C'est vraiment unir les médias traditionnels. Donc TV, cinéma, musique, et avec notamment Internet, qui à ce moment-là est en plein essor. Je te parle de la fin des années 90, début 2000. Il y a beaucoup de startups, de compagnies dans lesquelles il y avait beaucoup de flux d'argent, c'est-à-dire dans lesquelles on investissait beaucoup, notamment aux US aussi, mais donc ça s'est retranscrit en France notamment. Et ce qui promet, c'est vraiment des synergies en tous les investissements qu'il fait, toutes les acquisitions qu'il fait. Il va vraiment promettre que chaque entité va avoir un bénéfice, va créer quand même un cercle vertueux pour l'écosystème, et que chaque activité va vraiment avoir un bénéfice pour l'autre. Et finalement, tu vas voir que parmi cette folle série d'acquisitions, il va un petit peu y avoir des signes avant-coureurs d'une chute, et que ça ne va être que le début. Parce que notamment, les premières erreurs stratégiques, qu'est-ce que c'est? Je te parle d'acquisitions qui n'ont pas tenu leurs promesses, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que quand à ce moment-là, ils faisaient des acquisitions, c'était en pleine bulle Internet. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est qu'il y a beaucoup de startups, comme je l'avais mentionné juste avant, dans lesquelles on investissait beaucoup alors qu'elles ne faisaient même pas 1 euro de profit, qui surtout avaient une promesse pour les investisseurs, mais qui n'avaient pas encore démontré grand-chose et qui étaient surévaluées, mon pote. C'est-à-dire que c'était des compagnies qui étaient rachetées par millions, en fait, par les plus grands acteurs. Et finalement, ça a créé un petit peu une bulle, une frénésie, tout ça. Et forcément, J2M, il y a participé à cette frénésie-là, et il n'a pas fait 1-2 acquisitions, mais il a fait des acquisitions en fait par dizaines de ces compagnies-là, qui étaient toujours à chaque fois toutes surévaluées, plus surévaluées les unes que les autres. Et au final, mon pote, il a accumulé une dette vertigineuse de 30 milliards d'euros. Vivendi, en fait, s'est endetté pour acheter des actifs partout dans le monde. Et mon pote, là, on est le 5 mars 2001, et le PDG annonce une perte abyssale pour la compagnie de 13,6 milliards d'euros. Pour t'expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, quand une compagnie publie ses rapports financiers, il y a la différence entre ce qu'elle gagne, puis ses dépenses, ses charges. Et au final, toutes ces acquisitions ont coûté tellement cher qu'elle a eu plus de charges que de recettes de profit, qui s'élèvent donc au montant de 13,6 milliards que je t'avais juste mentionné. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a une enquête qui va s'ouvrir. Les mois passent, puis on arrive en 2002. Il y a une enquête qui est demandée par les actionnaires, les investisseurs, le gouvernement français, puis finalement des cabinets comptables s'en mêlent. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'en fait, Vivendi a réussi à masquer cette dette vertigineuse, notamment par des pratiques comptables créatives. Donc, je te parle par exemple de la reconnaissance de revenus futurs de manière anticipée. Je te donne un exemple. Mettons que tu as un client qui dit « je vais te payer 10 millions à la livraison du produit ou du service, mais c'est pas avant l'année prochaine », eux vont déjà comptabiliser les 10 millions. Il y a la durée d'amortissement de certains actifs qui a été prolongée, donc notamment les droits télévisuels, les catalogues de films et de musique, les licences.
qui retardait dans ce cas-là la reconnaissance de coûts et de charges, et à la consolidation de plusieurs filiales entre elles qui permettaient de masquer la performance désastreuse des filiales individuelles. Et il y a aussi l'utilisation d'opérations hors bilan pour cacher certains engagements financiers ou dettes, le versement de dividendes alors que la santé financière de la compagnie ne le permettait absolument pas. Et en gros, mon pote, si t'as jamais suivi de cours de compta ou que tout ce que je viens de dire c'est juste du chinois, t'en fais pas, je vais t'expliquer. C'est comme si en gros J2M il comptait l'argent avant même de l'avoir reçu, avant même que ce soit dans ses poches, tu vois. Imagine, toi, demain, t'as une carte de crédit, tu vas faire plein d'achats en disant ouais, t'inquiète, c'est bon, je reçois mon salaire à la fin du mois, puis qu'au final, ton salaire tu le reçois pas ou tu te fais virer ou peu importe, t'es fichu, tu comprends. Et eux, c'était exactement pareil. Et tu me demanderas, mais comment ils ont réussi à en arriver là? Faut savoir que, je te rappelle, JDM, c'était un PDG qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. Et t'imagines bien qu'il affichait toujours une communication ultra favorable, positive et optimiste par rapport à sa société, lors des lettres aux actionnaires, lors des conférences de presse, de la publication des résultats et des rapports financiers. Et là, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la capitalisation boursière et les actions Vivendi chutent vertigineusement. Au milieu de ce séisme médiatique, financier qui éclot à ce moment-là, le cours s'effondre de façon brutale en 2001 et 2002 de 80%. Et pour donner un petit exemple, le plus haut du cours de l'action de Vivendi, c'était en mars 2000, quand elle a atteint le prix de 145 euros. 2 ans plus tard, en août 2002, le cours de l'action était à son plus bas historique, 8 euros. Vivendi, à ce moment-là, perd 1 milliard de dollars par mois. Et c'est désastreux parce que finalement, les actionnaires, les investisseurs voient leur investissement s'évaporer, partir en miettes. Et tout ça a été évidemment couvert par des mensonges, des omissions flagrantes de la part du PDG, mais mon pote aussi de l'équipe de direction, parce que tu imagines qu'il n'était pas tout seul dans le truc. Il y a aussi eu certains de ses associés qui étaient très bien au courant de ce qui se passait, mais qui pourtant n'ont rien dit. Avant de continuer, mon pote, j'ai juste pris une petite gorgée de thé si ça ne te dérange pas. Je te conseille de faire pareil. Donc mon pote, après ce torrent médiatique et ce scandale, qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires majoritaires réagissent aussitôt. Ça commence par l'éviction de la société de JDM. Il se fait dégager, il se fait mettre à la porte. À ce moment-là, tu me diras, comment ça se fait qu'ils aient attendu aussi longtemps avant de le virer? Mais mon pote, il fallait comprendre que J2M, il avait un ego surdimensionné. Il était toujours sûr de lui. Il dominait à ce moment-là l'espace médiatique francophone. Et forcément, ses associés avaient peur de lui tenir tête. Il y avait aussi des tensions internes dans la compagnie. Et finalement, sous la pression des actionnaires du gouvernement français, il va être viré de la société le 1er juillet 2002. À ce moment-là, il va essayer d'empocher ce qu'on appelle communément un parachute doré. C'est-à-dire que quand tu as un CEO comme ça, un PDG qui se fait dégager du jour au lendemain, il va négocier un accord avec le conseil d'administration. Et à ce moment-là, il essaie d'empocher la somme de 18,5 millions d'euros. Et finalement, ça va se régler en cours quelques années après, en justice, quand la justice quand J2M en fait aura décidé de renoncer à ce package-là devant la justice. Et au final, mon pote, c'est le début d'une série de poursuites judiciaires en France, aux États-Unis, pour Messier
et l'entreprise. Donc à ce moment-là, les soucis judiciaires de J2M, ils en parlent beaucoup à la télé. Et au final, le 21 janvier 2011, donc bien des années plus tard, le verdict tombe. Il va être condamné, mon pote, à une peine de 3 ans de prison avec sursis et 150 000 € d'amende à peine. C'est une décision à laquelle il fera ensuite appel plusieurs fois. Il y a aussi certains de ses associés qui vont à peu près être condamnés à des peines semblables. Et finalement, va y avoir un règlement aussi aux États-Unis. Vivendi qui va devoir dédommager certains de ses actionnaires pour la somme de 25 millions de dollars. Forcément, durant ces années-là, J2M il est écarté du monde des affaires. Il ne peut plus diriger de nouvelles sociétés ou rien. Et Vivendi, comment a survécu? Ils ont déjà suite à l'éviction de J2M, ils ont commencé à se séparer, notamment des acquisitions qui ont été coûteuses et pas rentables du tout. Et l'entreprise, au final, s'est sauvée de justesse de la faillite. Elle a quand même réussi à remonter la pente tranquillement au fil des années qui ont suivi. Et cependant, faut quand même comprendre que J2M a plutôt laissé un héritage stratégique parce que Vivendi qui au final, je te rappelle, était juste une compagnie dans la gestion des canalisations et des eaux, est quand même restée active en fait dans le monde des médias. Et au final, ils ont plutôt décidé d'y aller plus tranquillement et de vraiment faire des investissements plutôt stratégiques. Ils vont même renforcer leur position dans les télécommunications, avec notamment les achats de Neuf, CGTEL, AOL France, Club Internet. C'est des anciennes compagnies, si tu fais un peu plus partie de l'ancienne génération comme moi, dont tu te souviendras, des années 2000. Et notamment, il y a aussi l'arrivée de Vincent Bolloré comme actionnaire principal en 2013-2014, qui va progressivement augmenter sa participation dans la société. Mais cependant, parmi tout ce désastre, il faut aussi savoir que Vivendi a gardé quand même Universal Music Group, qui a été l'un des plus grands succès de l'industrie musicale au monde. Et qu'est-ce qui se passe pour J2M après Vivendi? Au final, il va monter un cabinet de conseil Messier Partners en 2003, ensuite rebaptisé Messier Maris et Associés en 2010. Il va publier un livre en 2016, Le jour où le ciel m'est tombé sur la tête, où il va vraiment revenir sur toute cette histoire selon son point de vue et du scandale Vivendi. Et notamment, ce qu'il va faire, c'est que grâce à son cabinet de conseil, sa carrière de banquier d'affaires, il va aussi conseiller Veolia sur l'OPA de Suez en 2020. Et Veolia qui n'est autre que l'une des anciennes filiales Vivendi Environnement. Et pour cette transaction-là, selon les sources, il aurait touché la somme de 22 millions d'euros. Mon pote, mon histoire, elle se termine pas mal ici. On arrive quand même à la conclusion. La conclusion que je te ferai, moi, c'est que Vivendi, c'est un peu notre Enron français, si tu as déjà entendu parler de ce scandale-là aux États-Unis. Sinon, je peux te faire une vidéo dessus. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si ça t'intéresse. Je sais qu'il y a déjà pas mal d'informations, notamment sur YouTube. Mais je peux quand même en faire une si tu en as envie. Tu me laisseras savoir. Et mon pote, il y a une dernière chose que je peux te dire dans tout ça, à mon humble avis, c'est qu'on remarque que dans le monde des affaires, la limite est souvent très fine entre le succès et la chute. Mon pote, ma vidéo se termine ici. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu as aimé. Si c'est le cas, tu likes, tu t'abonnes. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos où on parle de péripéties et d'histoires vraies dans le monde de la finance, du business. Si tu as des suggestions de vidéos, de thèmes dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de le traiter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye.